Mon grand-père, il a fait un vaccin qui l'a rendu malade sur une scène de guerre, clairement. Ouais, en fait, il n'y avait pas beaucoup de matériel, manque de matériel, manque de personnel. Tiens, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, Julie, il va falloir que tu fasses des lettres dans d'autres écoles parce que nous, on ne te reprend pas l'année prochaine. Bienvenue dans POV+, le podcast qui célèbre des voix et les points de vue uniques. Salut Julie. Salut Liona. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu es venue nous partager un témoignage bien précis. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est par rapport à mes études, à mon diplôme. Ok, diplôme 2. Un diplôme d'infirmière. Ok, et d'où provient ce rêve? En fait, ce rêve, il est né suite à la maladie de mon grand-père. Quand j'étais petite, je devais avoir à peu près 10 ans. Mon grand-père, il a fait un vaccin qui l'a rendu malade et ça l'a totalement... comment dire? Et il est resté alité pendant des mois, des années. Et au final, j'étais toujours là à prendre soin de lui, à vouloir qu'il guérisse, à vouloir qu'il aille mieux. Donc, jouer un petit peu le rôle de l'infirmière. Et toute ma famille m'appelait la petite infirmière. Après, les années passent. Moi j'oublie ça un petit peu. Et arrivé en 5e, ça revient dans ma tête comme ça. Et arrivé en 3e, j'ai vécu aussi une situation qui m'a fait me reposer la question. Il y a une amie à moi, on partait en stage de 3e et en fait, elle a fait une rupture d'anévrisme dans la rue. Une rupture d'anévrisme, en fait, c'est une artère du cerveau qui se rompt et on peut clairement en mourir. On peut clairement en mourir. Il y a de très faibles chances que la personne reste en vie. Et elle, par grâce, elle est restée en vie. Elle a repris connaissance. Elle a juste été paralysée, de ce que je me souviens, des 2 jambes pendant 2 mois. Après, elle a dû faire de la rééducation pour réapprendre tous les gestes de la vie quotidienne, remarcher. Même au niveau des bras, c'était un petit peu compliqué au début, donc voilà. Elle est restée 2 mois à l'hôpital et durant ces 2 mois, j'étais en permanence au téléphone avec elle. Je parlais tout le temps, tous les jours avec elle. Et puis, je voyais aussi tous les infirmiers qui s'occupaient d'elle. Je discutais même avec eux et c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment me dire « ouais, je veux faire ça ». Donc après la 3e, on doit choisir un petit peu qu'est-ce qu'on veut faire plus tard au lycée. Et moi, j'avais voulu faire ST2S pour faire le parcours infirmier, pour pouvoir rentrer après à l'école d'infirmière. C'était le parcours basique, ST2S. Au final, arrivé en général, j'ai échoué. Clairement, premier trimestre, j'avais 5 de moyenne. La générale, j'y arrivais vraiment pas. Donc du coup, j'ai changé d'école en plein milieu de l'année. Je suis passée en bac pro ASSP, donc c'est accompagnement soins et services à la personne. C'est un peu ce qui fait, comment dire, on peut devenir aide-soignante ou auxiliaire de vie en faisant ce bac pro ou faire l'école d'infirmière, mais au niveau de tout ce qui est littérature, tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué, il va falloir plus bosser. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même devenir infirmière en faisant ce bac pro. Donc je suis rentrée en bac pro SSP. Je suis passée de 5 de moyenne à 15 de moyenne. Ok, rien à voir. Ouais, rien à voir. On était très peu dans ma classe, on n'était que des filles, on s'entendait toutes bien, donc ça allait. Après, arrivé en terminale, faut faire ses choix, faut faire ses vœux sur Parcoursup. Et Parcoursup, c'était la première année où ils mettaient l'école d'infirmière dessus. Avant, c'était sur concours, donc il fallait passer un concours en milieu d'année et après voir si on avait réussi. Et en plus, les concours étaient payants. Donc il fallait payer à chaque fois le concours et après tu choisissais ton école en fonction de là où tu avais été accepté et il fallait faire partie des meilleurs pour pouvoir intégrer l'école, quoi. Et donc du coup, la première année sur Parcoursup, donc je valide un vœu. Il y a un vœu qui s'est validé. Je rentre dans cette école par un peu dépit parce que c'était l'école que je voulais mais pas à l'endroit que je voulais parce qu'en fait c'était un groupe hospitalier
J'habitais à 10 minutes de l'école où je voulais. Ok. Et en fait, j'ai été acceptée dans l'école qui était à 1h30 de chez moi. Donc j'ai dû aller la première semaine et en fait le dimanche de la première semaine, j'ai été acceptée dans l'école à 10 minutes de chez moi. Donc le lundi, je suis retournée en cours euh, dans l'école à 1h30. Et puis ensuite, je leur ai dit que j'avais été acceptée dans l'autre école et ils m'ont dit ok, tu pars dans l'autre école, tu vas faire les papiers avec eux et voilà. Genre mardi, tu reviens pas. T'as fait une journée? J'ai fait une semaine et une journée. Ok. Et après, le mardi, directement, j'ai réintégré l'autre école. Et en plus, dans l'école qui était à 10 minutes de chez moi, il y avait une fille de ma promotion, enfin de ma classe de terminale avec qui j'avais fait 3 ans de lycée. Donc en fait, on s'est retrouvés toutes les deux dans la même classe. Le début de la première année se déroule, arrivant en mars, enfin non, le premier semestre de l'école se déroule, on arrive en mars, boum, confinement. Ah, le Covid. Ouais, 2019. Du coup, c'était en 2019, je suis rentrée à l'école en 2019 et il y a eu le Covid en mars 2020. On fait notre stage de janvier à février 2019 et après Covid, ouais. Retour à l'école. Donc t'étais chez toi? Ouais, jusqu'à la fin de l'année. Comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que personne s'y attendait. Donc il y avait un confinement. Les formatrices, de base, c'était des cours en présentiel. Et là, devaient s'adapter à faire des cours en distanciel. Sauf que elles ont mis du temps à faire le lancement des cours en distanciel. Ça a été super compliqué. Donc en fait, on n'avait pas de cours. Jusqu'en septembre 2020, on n'avait pas de cours du tout. Pas du tout. Pas du De tout. mars à septembre? Ouais, pas de cours. Parce qu'elles se sont pas adaptées assez rapidement. Ouais. En fait, on avait des cours, on avait aussi une partie qui était reliée à l'université qui était en Raymond d'Or. Et c'était eux qui nous faisaient des partiels, les partiels universitaires. Donc du coup, on avait des cours, mais qu'en ligne. Donc on pouvait prendre les PowerPoint des médecins qui faisaient les cours. Il y avait 2-3 médecins qui nous faisaient aller un cours une fois le mois. Et c'est tout. Mais sinon, on devait aller en stage comme ça. On est parti en stage, on a fait des renforts Covid. C'était début d'année très compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que les renforts Covid et en quoi, toi, sur le terrain, ça consistait? Parce que la plupart des gens ne sont pas médecins ou infirmiers ou autres. Et donc, le confinement, on l'a vécu chez nous, entre 4 murs. Ouais. Qu'est-ce que c'était sur le front? Nous, en fait, on était juste appelés par les services pour les aider en tant qu'aide-soignant, en tant qu'infirmier, mais en fait, on est en première année. Hein. Comment est-ce que tu as vécu psychologiquement cette période? C'était difficile. Je rentrais chez moi. Je devais me déshabiller sur le pas de la porte. Je devais rien toucher chez moi. J'allais directement à la douche. Parce que moi, je vivais avec ma mère à cette période-là. Il y avait mes 2 sœurs, donc c'était assez compliqué. En plus, je dormais avec ma grande sœur. Donc, je devais rien toucher. Je devais pas l'attraper aussi. Après, voilà, mes vêtements, je les lavais directement en rentrant de stage. Et voilà. Et à l'hôpital, c'était comment? À l'hôpital, on avait l'impression d'être sur une scène de guerre. Ah Clairement. Ouais. En fait, il n'y avait pas beaucoup de matériel. Manque de matériel, manque de personnel, beaucoup de patients à gérer à la fois. C'était vraiment des équipes débordées, surmenées. C'était dur à vivre, vraiment dur, dans le sens où il y a beaucoup... Moi, sur le premier stage qu'on avait fait sur la première période Covid, j'ai pas eu de décès parce qu'en plus j'étais en consultation, donc ça allait, j'avais que des patients qui venaient de l'extérieur, qui étaient non Covid du coup, où il y avait très peu de Covid, mais la plupart du temps c'était des non-Covid. Mais après, j'ai eu des camarades à moi qui ont été dans des services beaucoup plus lourds, où eux, ils voyaient des décès, mais tous les jours. Tous les jours, ils voyaient des patients décédés. Et puis, en fait, au niveau de l'administratif, en fait, c'était compliqué aussi parce que les patients, on ne pouvait pas les laisser en chambre. Les familles n'avaient pas le droit de les voir.
Ça a été beaucoup de pleurs dans les couloirs, beaucoup d'incompréhension de pourquoi on ne peut pas les voir, pourquoi on ne peut pas voir la personne qui est décédée en fait. Et c'était compliqué à vivre en fait. Ok, j'imagine. Ouais. Et donc après, il y a eu un retour à la vie normale. Ouais, retour à la vie normale, ça a mis du temps. Après, on a pu retourner à l'école en début d'année. Du coup, c'était en 2020-2021, l'année où je suis passée en deuxième année. Début d'année, on retourne à l'école et puis après, on est reconfiné. Voilà. Deuxième confinement, un peu moins strict, mais tout autant difficile, même au niveau de l'hôpital, parce que du coup, là, vu qu'on rentrait en deuxième année, on était encore plus appelés en renfort Covid. On a fait notre première période de stage en septembre, de septembre à octobre. On avait fait 5 semaines. Je suis partie en cardiologie. Après, on est revenu en cours pendant 2 semaines, 3 semaines. Puis après, on est retourné en stage. Pendant cette période-là, du coup, on était rappelés sur les mêmes lieux de stage. Et moi, ça a été assez compliqué, cette deuxième période de stage. En soi, c'était bien parce que je connaissais déjà le service, je connaissais déjà le personnel, donc ils me connaissaient, ils savaient comment je travaillais et ça se passait bien. Mais ça a été compliqué, pourquoi ? Parce que mes stages, j'ai perdu mon grand-père. C'est mon fameux grand-père qui m'a fait donner envie de devenir infirmière. Il est parti et ça a été une période très difficile. J'arrivais plus à rien, c'était vraiment compliqué. Je suis tombée en dépression par rapport à ça. J'ai mis longtemps à m'en remettre. J'ai parlé, en fait j'ai mis longtemps aussi à parler. J'ai mis longtemps à me confier, à dire que ça allait pas, à dire que j'avais besoin d'aide, tout simplement. Je dormais plus la nuit, j'avais peur de fermer les yeux, j'avais peur de dormir et de pas me réveiller en fait. Je mangeais plus, j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Quand j'étais devant mes parents, je faisais bonne figure, je faisais genre que ça allait. Quand il est parti, ça a été très compliqué pour tout le monde, pour moi. Et puis moi en plus, je devais continuer d'aller à l'école. Je devais continuer de faire bonne figure, mais bon, c'était compliqué. Ok. Et à l'école, est-ce que tu arrivais à suivre ? Est-ce que tu arrivais même à soigner des gens en fait, quand tu étais en stage ? Ou pour toi, il y avait quelque chose qui... Tu sais, souvent les gens disent que le personnel déjà des fois prend la place sur le professionnel. Et toi, tu vivais un décès. Est-ce que du coup, tu arrivais à être dans la compassion avec les gens ? Est-ce que tu arrivais à les soigner ? Ou c'était déjà trop à gérer pour toi en fait, le décès de ton grand-père ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis à l'hôpital, quand je suis sur mes lieux de stage ou sur mon lieu de travail, j'ai un détachement. J'ai un détachement émotionnel. En fait, j'ai compassion des gens, j'ai cette empathie, mais émotionnellement, il y a eu tellement de choses. Je sais que, par exemple, sur ce fameux lieu de stage, la première fois que j'ai été en cardiologie, j'ai vécu un décès, mais c'était mon premier décès violent d'une dame. Là, par contre, j'ai pas su gérer. Je suis sortie de l'hôpital en pleurs. J'ai appelé ma mère, j'ai pleuré au téléphone. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mais après, en fait, je me suis dit, il faut que je me fasse une carapace parce que sinon, ça va trop m'atteindre. Dès qu'il y a quelqu'un qui va mourir, ça va m'atteindre. Et du coup, à l'hôpital, j'ai appris à faire un détachement émotionnel. J'ai compassion des gens, j'ai de l'empathie, mais j'arrive pas à me dire... Enfin, je sais pas comment dire, c'est compliqué. Tu mets une distance. Ouais, je mets une distance. Je mets une distance émotionnelle parce que sinon, c'est des choses qui vont nous bouffer de l'intérieur, en fait. Donc, surtout que c'est des personnes qu'on connaît pas, que c'est la première fois de notre vie qu'on les voit, on est là pour les soigner. Et puis, voilà. Après... ça n'empêche pas que... sur le coup, ça fait mal au cœur de voir les gens partir. Mais en fait, faut pas s'attarder là-dessus parce que sinon, émotionnellement, c'est pas possible. Donc ce décès-là de ton grand-père, ça n'impactait pas tant que ça le travail parce que tu arrivais à faire cette part des choses. C'est ça.
j'arrivais à faire la part des choses. Mais ça n'empêche que quand je rentrais, j'étais triste. Quand j'étais à l'école, il y a des moments où oui, j'avais des coups de mou. J'ai raté certains partiels aussi à cause de ça, parce que en plus c'était pendant la période où j'allais rentrer en partiel. Donc j'ai raté certains partiels que j'ai eu au rattrapage après, mais ça a été compliqué. J'en ai parlé à mes formatrices, elles étaient au courant. Elles savaient qu'il fallait prendre un peu plus le temps avec moi par rapport à ça. Ok, et du coup, au niveau là de tes études, donc tu as parlé qu'il y avait des épreuves que tu as eues au rattrapage. Ouais. Ce diplôme, est-ce que tu l'as eu directement? Non. Non, il y a eu la 2e année, je l'ai eu, je l'ai validé. Je suis rentrée en 3e année en 2021-2022. Ça a été une année assez compliquée, assez bien passée, mais ça a été compliqué, très compliqué. Non, je peux pas dire que c'est bien passé parce que c'est pas bien passé. Ok, c'était compliqué sur quoi? Ça a été compliqué dans le sens où on en attendait beaucoup de moi à cette période-là, parce qu'en plus j'étais en 3e année, fin d'année j'étais censée être diplômée. Et du coup, ça mettait une pression mentale. Je me dis, mais la fin de l'année, là, t'es diplômée. La fin de l'année, en fait, tu gères un service toute seule, tu vois. Et il y a vraiment eu cette pression mentale. Il y a eu aussi le mémoire. Le mémoire de fin d'études, c'était quelque chose dont j'appréhendais vraiment, parce que je ne savais pas quel sujet traiter. Je ne savais pas comment l'écrire. C'était la première fois que je faisais un gros dossier comme ça. Et au final, ça a été un peu la panique. Donc un peu, voilà le début de la 3e année. Ensuite, à la sortie de stage, on enchaîne avec les partiels. J'ai la majorité des partiels, sauf un. Je me dis, c'est pas grave, je vais passer au rattrapage, le rattrapage. En avril, du coup, on avance un petit peu, on passe en 2022. En avril 2022, je déménage. Je dois allier l'école, je dois allier aussi le travail, parce que du coup, à côté de ça, je travaillais pour pouvoir payer mes charges, pour pouvoir payer mon loyer, subvenir à mes besoins. Et je repasse ce fameux partiel que je pensais avoir réussi. Juin, les résultats tombent. Et en fait, il s'avère que je ne l'ai pas. Et là, je suis vraiment tombée de haut, parce que vu que je pensais l'avoir eu, je pensais que je l'avoir réussi surtout, je l'ai pas. Donc en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Je me dis, je dois redoubler. C'est la première fois de ma vie que je redoublais. Ça a été une période très difficile. Je suis tombée limite en dépression parce que je me voyais pas redoubler. J'avais honte d'en parler, parce que je me suis dit, non, moi jamais le redoublement, c'est pour je vivrai jamais un redoublement en fait. Et en fait là, si. Comment est-ce que tu as surmonté ce premier échec et ce redoublement? Enfin, échec, parce que dans ta tête, c'en était un en tout cas. Ouais. Dans ma tête, c'était vraiment un échec, parce que pour moi, redoublement signifiait échec, alors que pas du tout. Ouais. Mais au final, j'avais un bon entourage quand même. J'ai eu mon entourage qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup fait déculpabiliser, de redoubler, plein de choses comme ça. En juillet, il y a ma formatrice qui me recontacte pour m'annoncer que en fait, je devais redoubler et tout le processus à refaire. Je lui demande à ce moment-là de voir ma copie. Elle me dit oui, je sais pas où sont tes copies, on verra ça en septembre. Donc je laisse passer les grandes vacances, je redouble en septembre, je retourne à l'école que sur les partiels que sur les cours où je devais rattraper le partiel. Je travaillais à côté pour subvenir à mes besoins. Janvier passe, je repasse le partiel. En même temps, je dois redéménager parce que j'étais malade, j'étais tout le temps malade, j'avais des problèmes respiratoires, parce qu'en fait, je vivais dans un logement où j'avais de la moisissure dans ma chambre. Et franchement, ça m'avait affaiblie. J'avais tout le temps envie de dormir, j'avais des problèmes respiratoires, je toussais tout le temps, j'étais vraiment HS à chaque fois. Ensuite, les résultats tombent. À nouveau, je l'ai pas. Je me dis, rattrapage encore une fois. Avril,
je repasse au rattrapage. Je l'ai à nouveau pas. Là, ça fait la 3e fois? La 4e. 4e. Là, ça faisait la 4e fois. Enfin, j'ai pas su tout de suite que je l'avais pas. On devait attendre juin. Enfin, fin juin. Donc, fin juin, j'ai les résultats. Là, par contre, ça a été vraiment le redouble. Déjà, je redoublais. Je l'avais à nouveau pas. Genre, là, vraiment, c'était la fois de trop. Donc, je suis vraiment tombée vraiment en dépression, mais sévère. Genre, je pleurais tous les jours. J'étais vraiment pas bien. Je voulais voir personne. Tout le temps enfermée chez moi. En juillet, quand j'ai rencontré la formatrice, je lui ai demandé de voir ma copie. Elle m'a montré ma copie, je lui ai demandé un corrigé de type, elle me dit non, il n'y a pas de corrigé de type, c'est moi qui te mets les notes. Et je voyais qu'elle avait mis des zéros partout, mais vraiment partout. Et je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai raté? Donc du coup, je lui demandais les réponses, elle ne me répondait pas. Je lui ai demandé corrigé de type, elle me dit non, il n'y en a pas, c'est moi qui te mets les points. Si ta réponse ne me plaît pas, je te mets pas les points, tu vois. C'était que des trucs comme ça. Déjà, mes 3 premières copies, j'ai mis 1 an et demi à les voir. Là, c'était... Et puis, je lui ai demandé de récupérer ma copie. Elle a refusé. Donc, en fait, je pouvais faire un recours. Mais du coup, là, j'ai pas pu parce qu'elle m'avait refusé la copie. Et au final, à la fin de l'entretien, elle me dit quoi? Elle me dit ouais, Julie, il va falloir que tu fasses des lettres dans d'autres écoles parce que nous, on ne te reprend pas l'année prochaine pour un triplement. Ce que je peux comprendre, parce que ça fait déjà la 4e fois que je passe le partiel, mais bon, voilà quoi. Au final, moi je suis sortie de là-bas un peu encore plus bactère. Et au final, mi-juillet, je fais des demandes dans toutes les écoles. Je me déplace même dans les écoles à Paris pour déposer mon dossier et tout ça. Toutes les écoles me refusent. Je vais même jusqu'à hors Île-de-France. Donc je fais vraiment dans toute la France. J'envoie dans plus de 50 écoles. Toutes les écoles me refusent. Parce que à chaque fois, les retours que j'avais, c'est qu'il n'y a plus de place dans les formations, que généralement les demandes de mutation, ça se fait en mars. On était en juillet pour septembre, donc c'était assez compliqué, c'était assez short le temps. Donc, le cours était le temps était assez court pour pouvoir reprendre la formation en septembre. Donc, du coup, j'ai pas trouvé d'école. J'ai dû faire une année un peu sabbatique. J'ai travaillé pour subvenir à mes besoins. J'ai cherché un contrat, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que pour avril. Et entre-temps, déjà, il me fallait un temps pour digérer le fait que je doive tripler. Le fait que je doive retourner encore à l'école parce que j'en pouvais vraiment plus. Donc je travaillais à côté en tant qu'aide-soignante. Et vient janvier, je me dis, vas-y, il faut quand même refaire des demandes. Donc là, j'étais au travail à ce moment-là, il était 4h du mat', j'envoie des mails dans toutes les écoles de France, limite à toutes les écoles auxquelles j'avais déjà postulé 1 an auparavant, mais je me dis, vas-y, pour la rentrée de septembre 2024-2025, je postule. Le lendemain, 13h, moi j'étais en train de dormir parce que je sortais d'une nuit. Je travaillais de nuit à ce moment-là. Il y a un directeur qui m'appelle. C'est un directeur d'une école à Lille. C'était une école privée. Enfin, c'est une école privée. Et il me dit on échange. Il me dit que mon dossier l'intéresse, que pour lui, il n'y a pas de souci pour qu'il me prenne, mais il faut d'abord qu'il voit avec la référente des 3e années, qu'on cale un entretien, tout ça. Donc on fait un entretien non, même pas, le 1er février, on fait l'entretien. Et au final, ça se passe bien. Ils me disent qu'il y a une commission pour les dossiers le 11 février. Donc le 11 février, je pars à Lille parce que bien sûr, il fallait être présente pour défendre un peu son dossier. Et là, je convainc 11 personnes sur 12 du comité de m'accepter dans l'école. Donc, j'intègre l'école. Enfin, ils m'acceptent dans l'école. Au-delà de ça, vu que l'école est payante, je savais pas comment j'allais faire pour payer. Tout simplement, je savais vraiment pas comment faire pour payer l'école. Et parce que aussi, le contrat, c'était quoi? C'était que
il m'acceptait dans l'école à condition que je fasse 10 semaines de stage à Lille. Donc pas en Île-de-France, je ne pouvais pas rester en Île-de-France, je devais rester à Lille. Sauf que j'ai pas de logement à Lille, mon logement il est en Île-de-France, j'allais pas déménager pour juste 10 semaines. Donc en fait, je gardais en même temps mon appartement en Île-de-France et en même temps, je devais payer un appartement là-bas. Donc c'était assez compliqué. J'ai trouvé un contrat le 1er avril où je suis restée 5 mois. J'ai travaillé, j'ai mis de côté. Et arrivé en juillet, fin juillet, début août, la rentrée approche parce que la rentrée, elle était le 26 août. Fallait que je paye l'école. Et de là, en fait, en faisant les papiers administratifs pour l'école, je vois qu'on peut payer avec son CPF. C'est le compte de formation professionnelle. Et vu que j'avais cumulé, parce que j'avais déjà travaillé, je vois que en fait, j'ai assez pour payer l'école avec. Déjà, Dieu débloque cette situation-là, parce que franchement, je me dis, j'avais mis... Pour moi, c'était beaucoup de côté, mais en fait, quand on prend du recul, avec tout ce qu'il y avait à payer pour Lille, c'était pas assez. Il n'y avait vraiment pas assez de côté. Et déjà, payer l'école avec le CPF, c'était une chose de moins. Ensuite, je suis devenue boursière parce que par rapport à la base des revenus, tout ça, ils m'ont accepté la bourse, donc du coup, ils m'ont remboursé aussi les frais de scolarité. Donc ça, c'était une chose de plus. Ensuite, vient la rentrée, le 26 août. Les formatrices savaient très bien que je venais de Paris, que j'avais prévu de venir juste pour la rentrée. Et là, à la fin de la présentation de comment allait se dérouler l'année, tout ça, elle montre l'emploi du temps. Et l'emploi du temps, il s'avère que j'avais cours le lendemain, j'avais cours le 27 et le 28 août sur le partiel que j'avais raté où je devais être présente à l'école. Sauf que j'avais cours à 8h30 et j'étais venue juste pour la rentrée, moi. J'avais prévu aucune affaire, j'avais rien prévu du tout, pas de logement. Donc du coup, à la fin de la présentation, je vais voir la formatrice, je lui explique la situation. Je lui dis que en fait, je viens de Paris, que j'ai pas d'affaires, que j'ai pas de logement pour les 2 jours à venir et que en fait, je dois faire l'aller-retour, sauf que j'ai cours à 8h30, donc comment je fais ? Elle trouve une solution, elle me dit écoute, rentre à Paris, va chercher des affaires et tu reviens en cours à 10h30 parce qu'en plus on était en demi-groupe, donc c'était bon, il y avait un demi-groupe à 10h30. Elle me dit tu reviens pour 10h30 le lendemain. D'accord, voilà. Après elle me dit mais tu vas faire comment pour le logement ? Je lui dis je vais trouver un Airbnb ou je vais trouver un hôtel pas trop cher et voilà, je vais me débrouiller. Et de là, derrière moi il y avait une fille. Elle me regarde, je me retourne, elle me regarde, elle me dit « Mais moi, je peux t'héberger ?» Wow. Je la regarde, j'ai dit « Comment ça ?» Après, elle me dit moi, j'ai un appartement à Lille, je sais ce que ça fait d'être nouvelle parce qu'on venait d'intégrer l'école en même temps. Elle avait sa situation par rapport à l'école. De base, elle venait de Monaco. Donc en fait, elle venait du sud de la France. Elle est venue à Lille pour finir son école aussi. Et en fait, elle me dit oui, tout simplement, je sais ce que ça fait d'être toute seule, de connaître personne, de ne pas avoir de situation genre dans la ville. Donc en fait, il n'y a pas de souci, tu peux venir, voilà. Donc du coup, moi, je rentre à Paris, je vais chercher mes affaires. Le lendemain, je reviens pour 10h30 et après, je vais chez elle. Et après, elle me propose, on échange, on apprend à se connaître, voilà. Et après, elle me dit, mais tu sais que quand on a cours, à chaque fois, tu peux venir à la maison, il n'y a pas de souci. Donc à chaque fois que j'avais cours, du coup, pendant le 5e semestre, c'est le semestre 5 du coup, de la 3e année, j'allais chez elle à chaque fois qu'on avait cours. Mais par exemple, pour le stage qu'on avait de mi-septembre jusqu'à mi-novembre, j'ai pris un appartement parce qu'on était dans 2 lieux de stage différents. Et puis même au niveau des horaires, on n'avait pas les mêmes horaires, tout ça. Donc c'était assez compliqué. Donc j'ai préféré prendre un appartement. Et même là, à ce moment-là, Dieu m'avait fait grâce déjà
au mois de juillet, j'avais rencontré une personne dans mon église qui venait de Bruxelles et qui m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un dans l'église, la même église mais à Bruxelles, qui avait un appartement justement à côté de Lille, à la limite de la Belgique et de Lille. Et donc de là, elle me passe le contact, elle me donne les contacts de la personne. Je la contacte et elle me dit que comme quoi l'appartement il est libre, c'est une colocation et que la chambre est libre sur les périodes de stage. Donc de là, une situation de plus qui se débloque parce que le prix qu'elle m'a proposé pour les 10 semaines là où je restais à Lille, c'est même pas le prix que j'avais vu pour un mois sur les Airbnb ou sur comment on appelle ça? Sur des locations d'appartements de courte durée. Donc je me dis waouh, merci Seigneur, ça fait une chose de moins, des frais en moins en fait. Et au final, je fais les 10 semaines à Lille, mais ça reste compliqué parce que faut faire les allers-retours. Je faisais plein d'allers-retours parce que j'étais toute seule. Et puis au niveau du stage, ça se passait super bien en stage, mais c'était compliqué de toujours être en stage, de pas voir sa famille, de pas voir ses amis. Et en fait, vu que j'étais en 7h30, j'étais limite tous les jours à l'hôpital et moi, j'en pouvais plus. Donc dès que je pouvais, je rentrais à Paris, je rentrais les week-ends. Et en plus, c'était pendant les 40 jours de jeûne et prière. C'est un programme qu'on a à l'église, qu'on avait eu à l'église à ce moment-là. Et puis, ça me faisait aussi du bien de rentrer, d'aller à l'église, de voir mes amis, de voir du monde en fait. Et à un moment, du coup, durant ce programme-là, il y avait ce qu'on appelle la chambre haute. Donc, c'était un temps de prière l'après-midi pendant le culte des jeunes. Et c'était le pasteur principal, du coup, qui faisait ce temps. Et il priait contre tout esprit d'échec. Et à un moment donné, il a invité les personnes à venir devant pour qu'on prie pour eux. Donc, moi, il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Et de là, en fait, il m'a dit certaines choses que le Saint-Esprit lui avait dit par rapport à ce fameux blocage par rapport à mon partiel. Pas que partiel, à ton parcours. Oui, par rapport à mon parcours en fait, par rapport au fait que j'arrivais pas à avoir mon diplôme. Et puis, il faut savoir que aussi, je suis la première de tous mes frères et sœurs à avoir un diplôme dans l'enseignement supérieur. Et au final, en retournant à ma place, je continue à prier. Et là, j'ai une vision. Et j'ai une vision d'une personne déjà décédée, enroulée dans un linge blanc, avec des chaînes. Et en fait, d'un coup, la personne prend feu. Elle prend feu jusqu'aux cendres. Donc en fait, après, il n'y avait plus rien. Et en fait, c'est à ce moment-là où le Saint-Esprit me dit, il me révèle que tout est fini. Que vraiment, tout ce qui bloquait en fait, ce fameux partiel, il n'y a plus rien qui bloque. Que tout est libéré en fait. Et que là, je l'aurai réellement, ce partiel. Donc, je retourne à Lille pour continuer mon stage. Après, mi-novembre, je reviens en Île-de-France. J'ai fini mon stage, tout s'est bien passé, j'ai tout validé. Janvier, je retourne à Lille pour faire mon partiel. Mon partiel se passe super bien. Pour moi, je l'ai réussi. Vient les résultats le 7 février. Les résultats tombent et je valide ce partiel. Wow. Franchement, en fait, je savais que je l'avais validé, mais voir sur la feuille qu'il y a vraiment validé, franchement, j'étais tellement heureuse. C'était waouh. Je me suis dit, enfin, en fait, après toutes ces années, parce qu'il faut savoir que l'école d'infirmière, ça se fait en 3 ans. Ça faisait 6 ans que j'étais à l'école. 6 ans que j'attendais pour avoir ce partiel-là. Au total, ça faisait 6 ans que j'étais vraiment à l'école. 3 ans que je charbonnais pour avoir ce partiel. Et là, je l'avais enfin. En fait, là, je l'avais enfin. Là, du coup, j'ai été officiellement diplômée le 13 mars. Félicitations. Merci. J'ai officiellement été diplômée infirmière ce 13 mars. Et même avant, depuis que je sais que j'avais validé le partiel, j'ai fait des entretiens.
Et j'avais fait 3 entretiens dans 3 hôpitaux différents. Et les 3 entretiens, je les ai eus. Après, restait à savoir où moi je voulais aller. Et au final, j'ai accepté un poste en neurochirurgie. Félicitations. Merci. Donc là, en fait, c'est plus seulement les écoles qui choisissaient s'ils te prenaient ou non, ou un lieu, c'était toi qui choisissais. Ouais, c'était moi qui choisissais où je voulais aller. Et franchement, ça a été un soulagement. Et puis même après toutes ces années, même ma famille, super heureuse pour moi. T'as dû ouvrir la voie, en fait, là, quelque chose. Franchement, ouais. Je me suis dit que, en fait, là, j'ai eu mon diplôme. Là, il n'y a plus personne qui doit galérer pour avoir son diplôme ou quoi que ce soit. Même pour tes enfants et tout. C'est sûr qu'en fait, ça a ouvert et ça a libéré un échec, en fait, qui se déplaçait de génération en génération, entre guillemets. Waouh. Donc, gloire à Dieu. Vraiment. Et quel est le message là que tu ferais passer à quelqu'un? De persévérer. Franchement, la persévérance, ça a été ça a été la clé de tout mon parcours, parce que même si je suis passée par des situations compliquées, même s'il y a eu la dépression, en fait, j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché mon rêve, j'ai jamais abandonné mon but final qui était d'avoir ce diplôme. Et au final, même si demain je change de métier, au moins je sais que je l'aurais eu. Et puis si je change de métier, c'est pour évoluer, donc ça sera forcément pour faire plus qu'infirmière. Et puis voilà. Waouh, t'as pas lâché, t'as persévéré jusqu'au bout, c'est beau. Merci beaucoup Julie pour ton témoignage. Merci à toi de m'avoir reçue. Avec plaisir. Retrouvez les prochains épisodes de POV+, d'ici un mois, je pense. En attendant, vous pouvez regarder les anciens qui sont déjà en ligne. Et surtout, là, vous inspirer de ce témoignage de Julie qui est vraiment de persévérer, de jamais rien lâcher. Persévérer jusqu'au bout. Et quoi qu'il arrive, en fait. Parce que t'as cherché de partout, en fait. T'es allé jusqu'à Lille pour obtenir ton diplôme. Vraiment. Donc non, franchement, c'est un vrai exemple de réussite. Et il faut pas lâcher, quoi. En tout cas, merci à tous d'avoir visionné, d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout de vous abonner. Et n'oubliez pas, si vous voulez commander vos affiches de chez One of God, comme celle-ci qui est juste derrière, c'est disponible sur le site internet et je vous mets un code promo de moins 15% en description.